Sunday Night Production. En course à pied, quel est l'impact de nos émotions sur notre performance entre le stress avant le départ ou notre capacité à rester concentré et focus dans les derniers kilomètres d'un marathon? Tout ceci est en lien avec nos émotions et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Dans la tête d'un coureur vous présente Body and Mind, un programme dédié à l'harmonie du corps et de l'esprit. Tous les mois, une nutritionniste et une préparatrice mentale vous partagent leurs meilleurs conseils pour optimiser votre santé et votre bien-être. Bonne écoute! Soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur. Je suis ravi de vous retrouver pour ce format de Body and Mind où nous allons nous plonger dans un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt dans le monde du running, le rôle crucial ou non de nos émotions dans la performance. Vous avez sûrement déjà vécu ces moments de doute en plein milieu d'une course où votre esprit vous dit d'arrêter, il vous dit que c'est trop dur, que vous n'allez pas y arriver. Eh bien, dans ce scénario, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Ou vous abandonnez, ou vous allez vous surpasser en allant chercher les ressources nécessaires. Et si justement là où la pleine conscience entre en jeu pour vous guider plutôt, je l'espère, dans le choix de la persévérance et pour nous aider à essayer d'aller chercher un peu toutes les ressources qu'on a en nous et de ne pas se laisser emporter par nos émotions. J'ai le plaisir d'accueillir Manon Vercouter, coach mental et hypnothérapeute spécialiste du changement. Salut Manon, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Écoute Guillaume, je suis ravie d'être là avec toi pour pouvoir parler de ce sujet crucial. Tout ce qui touche aux émotions, au rapport au corps dans le sport, c'est quand même très important. Et toi, comment vas-tu du coup ? Ça va très très bien, c'est très important pour rebondir sur ce que tu dis, mais c'est aussi un peu tabou. C'est vrai que on aime, et les athlètes masculins encore un peu plus, on aime moins parler de l'émotion, de l'émotionnel dans le sport. On essaye un peu d'essayer d'être le plus rationnel possible et on ne laisse pas beaucoup de place peut-être à nos émotions. Et aujourd'hui, on a voulu un peu dans cet épisode justement remettre les émotions au centre et je suis sûr qu'une bonne partie de nos auditeurs, la notion peut-être de pleine conscience aussi qu'on va développer, elle est peut-être un peu abstraite, un peu floue, un peu ésotérique. Mais on va voir qu'il y a des choses certainement à en tirer. Pour toi, en tant qu'experte dans ce domaine, tu considères la dimension mentale et émotionnelle comme un élément clé dans l'épanouissement d'un coureur ou tu penses que ça peut avoir des limites et que ça peut être bien aussi, des fois, d'être capable de mettre ses émotions sur off ? Parce qu'il y a deux écoles. Oui, tout à fait. Alors, je pense comme partout, à chaque fois, il y a du noir et du blanc. Il y a vraiment les deux extrêmes. Moi, je suis partisane du juste milieu, donc c'est toujours très contextuel et subjectif. Néanmoins, c'est intéressant ce que tu as dit parce que tu as parlé du fait qu'aujourd'hui, dans le running, tout ce qui touche à l'émotionnel peut encore parfois être malheureusement tabou parce que c'est peut-être quelque chose de pas assez pragmatique ou rationnel. Néanmoins, en fait, les émotions, c'est intangible, mais c'est pragmatique et c'est rationnel puisque c'est des processus physiologiques et donc scientifiques. Mais en effet, c'est souvent assimilé à quelque chose de l'ordre de la sensibilité, voire de la fragilité et même de la faiblesse. Alors qu'en fait, si on est vraiment dans cette notion de pleine conscience dont on va parler aujourd'hui, il y a vraiment cette idée que nos émotions, nos processus physiologiques, en fait, même les plus intangibles, même ce qui nous semble le plus incontrôlable, on peut en faire une force et ça peut nous aider à performer dans le sport. On peut définir très rapidement la notion de pleine conscience qui peut être abstraite pour beaucoup d'entre nous. Totalement, c'est quelque chose qui peut être hyper galvaudé de nos jours, donc on va remettre un petit peu les formes là-dessus. L'expression de pleine conscience, elle désigne vraiment une attitude simplement d'attention, de présence, comme son nom l'indique, à ce qu'on appelle l'ici et le maintenant, donc l'instant présent. C'est une notion indienne ancienne qui signifie vraiment au plus littéralement l'attention juste. Donc ici, le mot juste, c'est non pas le fait que ce soit bon ou mauvais, c'est vraiment dans cette notion de justesse, dans ce qui est pertinent, dans ce qui est vraiment aligné. Plus récemment, dans nos sociétés contemporaines, la notion, elle est revenue, donc vraiment dans le cadre du développement personnel, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très galvaudé et qu'on va remettre les formes et vraiment ramener un petit peu tout ça plus scientifiquement, mais avec notamment l'essor de la méditation ou encore le livre quasiment éponyme de Eckhart Tolle, Le pouvoir de l'instant présent. Mais en appliquant ce principe à la course à pied, parce que ici c'est un podcast de running, je définirais la pleine conscience comme vraiment la capacité à se connecter à l'instant présent
tant dans les perceptions extérieures, donc le temps, le bruit des autres coureurs, les odeurs, etc., que dans ce qui va toucher à l'intérieur de nous. Donc nos sensations, nos ressentis, nos perceptions, nos pensées, si on se sent plus joyeux, léger, ouvert, les émotions, etc. Bon, là, on met le doigt sur quelque chose de très important dans la vie des coureurs. C'est un peu moi ce que j'appelle grossièrement les plans sur la comète. On aime bien essayer d'aller voir... d'essayer de voir ce qui va se passer, la prochaine séance, est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais se poser plein de questions. Et justement, la pleine conscience va être là pour nous aider un peu à oublier le « et si ». Et si je, et si ça, pour essayer de se dire le moment présent. Est-ce que ce principe de pleine conscience, selon toi, pour le coureur à pied, peut être utile plutôt avant une course, c'est-à-dire se plonger dans un état de pleine conscience, avant une séance importante, avant une compétition importante, pendant une course justement, avec les risques que ça peut avoir, peut-être ou pas, ou même après une course pour essayer peut-être de mieux analyser notre performance, notre échec. La pleine conscience, pour toi, quand est-ce qu'elle se révèle ? Alors en fait, elle présente des avantages à tous les niveaux. Et encore une fois, ce sera une affaire de contexte et de préférence personnelle. C'est-à-dire qu'avant une course, c'est vraiment bien pour pouvoir faire le point sur là où on en est. Comment on se sent ? On fait une sorte de scan intérieur un petit peu de nos ressentis. Comme ça, on peut détecter s'il y a quelque chose qui nous stresse, qui coince, qui nous bloque. Est-ce qu'on est vraiment dans le stress ? Est-ce qu'on est dans l'anticipation de la course ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a peur en nous d'y aller ? Et ça nous permet en fait de voir si on est déjà dans les projections de la course, dans le « oh là là, je vais pas y arriver, ça va être super dur », de pouvoir nous ramener dans l'instant présent et pouvoir agir sur cette partie de nous qui est en train d'être dans le stress et de s'emballer. Donc ça permet vraiment d'aller adresser des potentiels blocages en amont et donc du coup de fluidifier le jour J, la course et donc la performance. Pendant une course, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que la pleine conscience, ça va donner l'avantage, la possibilité aussi d'aller vérifier que tout est OK à l'intérieur de nous pendant la course. Parce que parfois, c'est très bien d'être débranché, on va dire. On est vraiment dans ce qu'on va appeler le flow. Le couper le cerveau un peu, voilà. Exactement. Mais du coup, la pleine conscience pendant une course, elle peut permettre aussi de se rassurer. Surtout si c'est le mental en fait qui a tendance à s'emballer. Il pleut, j'ai trop chaud, j'ai peur de me blesser, j'y arriverai pas. Le mur du marathon, combien de coureurs se disent, ils attendent le 30e kilomètre en se disant « Ah, ça fait chaud, 28e, ça va arriver, il va peut-être avoir le mur. » Exactement. Et le fait d'être dans la pleine conscience à ce moment-là, c'est de se dire « Ok, qui est-ce qui est en train de parler à l'intérieur de moi ? C'est quelle partie de moi qui parle ?» Et donc du coup, on revient dans le ressenti. C'est « Ok, dans ma tête, j'ai peut-être peur du mur qui arrive, mais comment je me sens dans mon corps réellement ? Et là, on se rend compte qu'en fait, ça va bien. Et donc, du coup, ça permet vraiment de redescendre un petit peu l'intensité émotionnelle de tout ce qui peut s'emballer. Bon, on va détailler tout ça. On va parler un peu de nos émotions. On va parler de comment est-ce qu'on peut les utiliser à bon escient, ne pas se laisser submerger aussi par ces émotions. Et le principe du moment présent. Hein. Tu as cité ce fameux livre, mais c'est vrai que voilà, on a tendance aujourd'hui un peu peut-être à trop se projeter, surtout nous, les coureurs à pied. Et justement, pour préparer cet épisode, on a interrogé les auditeurs, la communauté dans la tête d'un coureur sur notre page Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner, comme ça on pourra, vous allez voir, on a plein de contenus super cool et on fait pas mal de sondages pour avoir un peu vos impressions. Et on a posé donc à notre communauté cette question: quel impact vos émotions ont-elles sur votre performance sportive ? Et ben, j'ai été assez surpris des résultats. Tu vas me dire si toi ça te surprend ou pas. 4% de notre communauté pensent que leurs émotions ont un impact neutre, ni positive ni négative, donc c'est vraiment très très faible. 45% estiment que leurs émotions ont un impact positif, et une majorité, une personne sur deux, pense au contraire que les émotions dans la performance, dans la course à pied, hein, vraiment c'est que sur la course à pied, bah, c'est négatif, c'est pas bien, c'est pas bon. Ce résultat, il est quand même assez déstabilisant. J'ai l'impression, tu vois, c'est quand même assez partagé aussi, 50-50. Tu vois, c'est... Voilà, y a le neutre, moi je pensais que le neutre allait être plus important, pas aussi bas à 40%, c'est vraiment ceux qui pensent que c'est bien, ceux qui pensent que c'est mal, et c'est polarisé, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce que je trouve ça étrange ? Et voilà, et à titre personnel, est-ce que c'est bien ou pas bien les émotions ?
dans le sport? Grande question. Moi, je trouve les résultats hyper intéressants, en fait. Parce que, déjà, au point de vue de mon métier, je suis contente que l'audience se rende compte que les émotions ont un rôle, qu'il soit positif ou négatif, ça on va rentrer dedans après, mais qu'il n'y ait que 4% qui pensent que ce soit neutre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est logique, finalement, parce qu'en fait, si, par exemple, je suis triste, souvent, ça veut dire que je suis un peu fatiguée, lent, là, je suis pas très bien, il y a de fortes chances que je sois moins rapide, moins performant que si je suis heureux et motivé. Voilà, c'est l'exemple vraiment le plus basique qu'on puisse utiliser pour prouver, pour démontrer en tout cas que les émotions vont nous impacter. Ce que je trouve étrange, par contre, c'est le fait que presque la moitié pense qu'elles impactent positivement les perfs et l'autre moitié négativement. En fait, il y a vraiment cette scission, comme si c'est l'un, ça peut pas être l'autre. Alors qu'en fait, c'est une question piège, justement, puisque si ça impacte positivement, forcément que ça va impacter négativement également dans un autre contexte. Donc en fait, ce qui est vraiment révélateur pour moi, c'est surtout le mindset, on va dire, l'état d'esprit de nos auditeurs. Certains qui vont être davantage dans ce qu'on va appeler l'état d'esprit de croissance, et on en parlait encore dans un autre épisode de podcast, où c'est vraiment cet esprit où je suis en mouvement, en apprentissage, où je peux me développer, où je peux performer davantage. Et d'autres qui vont être plus dans une rigidité mentale, c'est-à-dire ce côté, c'est comme ça, aujourd'hui il fait moche, ou je me sens pas bien, et de toute façon, je vais faire une perf qui est nulle. Donc rassurez-vous, en fait, si vous nous écoutez, c'est aussi un entraînement du cerveau, parce qu'on est tous de base soumis à ce qu'on appelle des biais cognitifs de négativité, c'est-à-dire que notre cerveau, il va plus facilement aller vers ce qui notre cerveau va plus facilement aller vers ce sur quoi c'est négatif, en fait, parce que c'est quelque chose qui peut représenter potentiellement un danger et que donc c'est plus intéressant pour nous d'avoir les informations. C'est là où le bas blesse, malheureusement. Exactement. Alors j'ai remarqué que dans le monde de la course à pied, dans le monde du sport en général, on parle souvent du mental. On dit souvent que il n'a pas de mental, son mental il a lâché, c'est quelque chose qui revient bien. Moi je m'étais pas mal intéressé à cette question-là parce que c'est un peu fourre-tout. Il réussit, c'est grâce à son mental. Il loupe, c'est à cause de son mental. Donc ça, c'est bon. Faut peut-être creuser un petit peu. Comme je suis un garçon curieux, j'ai interrogé et j'ai essayé d'analyser les gens autour de moi pour savoir quand le mental il a défailli, où vraiment les gens étaient entraînés, préparés pour l'objectif, ils n'y sont pas réussis parce qu'il y a eu vraiment le mental qui a fait défaut. Et je me suis rendu compte que des fois, c'était des choses assez subtiles. Comme par exemple, moi j'ai un ami qui m'a dit, il y avait ma mère, il y avait mon père, il y avait ma sœur qui étaient présents. Et ça m'a déstabilisé, m'ont encouragé. J'ai voulu tellement faire bien que j'ai foiré. Un entraîneur, j'ai eu un entraîneur qui s'est beaucoup investi, je voulais lui faire plaisir. Bam, pareil, ça a foiré. La crainte du fameux mur. Avant, pour mon marathon, j'ai écouté des tonnes de podcasts, j'ai lu plein d'articles, j'ai le mur. Et finalement, je l'ai presque créé, ce mur en moi. Donc quand on creuse, on se rend compte que là, c'est pas du mental, c'est l'émotion. C'est la présence de quelque chose qui va générer une émotion. Et finalement, c'est plutôt encourageant parce que souvent, on a l'impression on subit son mental. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais souvent, c'est corrélé à quelque chose émotionnel. Qu'est-ce que tu en penses de cette analyse ? Alors, je trouve que oui, en effet, il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire que déjà, le mental, on aime vraiment bien lui... Alors, comme tu l'as dit, c'est très ambivalent dans le sport, mais on aime bien quand même lui mener la vie dure en le fustigeant, en disant que voilà, soit on l'accuse de nous lâcher, est-ce que finalement c'est pas nous qui lâchons aussi le mental, soit on l'encense parce qu'on se dit ok, j'ai un mental de fer et d'acier et je vais tout défoncer. Finalement, si on peut dire deux choses opposées au sujet de la même chose, ici le mental, ça veut dire que ça provient pas de lui, en fait, qu'il y a vraiment autre chose, mais c'est plutôt notre rapport, nos subjectivités, nos perceptions par rapport à lui. Encore une fois, ça va rejoindre ce dont on a déjà parlé dans un précédent épisode sur les croyances. En fait, parfois le mental peut sembler lâcher, et ça peut être dû à de nombreux facteurs. Tu en as cité quelques exemples en fait très concrets juste avant. Et il y a les facteurs vraiment extrinsèques, donc ça va être le temps, la présence d'un proche ou d'un rival, ça peut arriver, et le côté aussi intrinsèque. Donc tu as vraiment l'état d'esprit, le niveau de stress, ce qu'on est en train de se dire, d'où le rapport avec les émotions et la pleine conscience. Un objectif qui nous fait particulièrement rêver. Moi par exemple, je voulais faire 15 minutes aux 5000 mètres. Je sais pas pourquoi, c'était un objectif qui me fascinait. Alors je sais que j'étais largement prêt, j'ai toujours échoué sur cet objectif-là. Donc c'est aussi des fois des
notre rapport à notre objectif qui peut... voilà. Et pour le coup, je pense que je voulais le faire pour les mauvaises raisons, ce chrono. Et voilà, donc du coup, voilà. Je ne vais pas détailler, mais c'est peut-être le sujet d'un autre podcast. Carrément. Mais en tout cas, ça, c'est hyper intéressant parce qu'on voit bien à quelle... comment dire, on voit bien de quelle façon, non pas une situation donnée qui est neutre, mais comment nos conditionnements, nos anticipations, nos croyances, nos appréhensions de cette situation vont venir ou pas nous limiter et donc vont venir agir sur le mental. Si je suis dans quelque chose en fait qui va me déstabiliser, je vais avoir des pensées, donc le mental qui va commencer à s'agiter et ça va me mettre dans un état émotionnel plus inconfortable. J'aime pas parler d'émotions négatives ou positives parce qu'elles sont toutes utiles et ça n'existe pas le positif ou le négatif, mais c'est inconfortable. De la même façon, s'il y a quelque chose d'hyper cool en fait qui est en train de se passer, peut-être que le mental va être super content et donc générer une émotion plus agréable. Ou alors ce sera l'émotion qui va être d'abord là et qui va ensuite faire découler un dialogue interne, donc mental, agréable et porteur. Donc on voit bien en fait que les deux sont possibles. Et la pleine conscience, je crois qu'on ne l'a pas encore évoqué. Comment la pleine conscience justement peut pallier à ça ? Alors en fait, l'idée de la pleine conscience, c'est ce qu'on peut appeler l'idée de faire vraiment un scan de soi. Donc si je suis dans un état qui est porteur, ce qu'on va appeler plutôt positif, plutôt ouvert, plutôt léger, le fait de faire de la pleine conscience, de se dire « Ok, quelles sensations se passent exactement à l'intérieur de moi ? Quel dialogue interne j'ai ? Quel ressenti j'ai au niveau du ventre, au niveau du plexus, au niveau de la tête, au niveau des jambes, etc. » Plus je vais réussir à décrire cet état à l'intérieur de moi avec des mots, ça peut être des couleurs, ça peut être des formes, on s'en fiche en fait. L'idée, c'est vraiment juste de représenter l'expérience interne ressentie par des mots. Et comme ça va nous permettre de plus nous y connecter, de encore plus en prendre conscience, on est sur un cercle vertueux, et ensuite de développer des techniques, par exemple l'ancrage qui est très très utilisé par les sportifs, pour pouvoir reconvoquer cet état. À l'inverse, si on est dans un état interne qui est plutôt pas agréable, l'idée de la pleine conscience, c'est justement de se dire où est-ce que ça bug en fait. C'est quoi qui bug et qu'est-ce que je peux mettre en place ensuite par rapport à ça ? Parce qu'on est souvent ce truc de ça va pas et du coup il n'y a rien qui va. Mais si on va cibler, si on fait d'abord un travail d'identification, ça nous permet ensuite de pouvoir se dire ok, en fait là ce qui bug c'est que j'ai trop chaud. Ou alors ce qui bug c'est qu'il y a quelque chose au niveau de ma cheville gauche qui est en train de se faire. Et là en fait on peut commencer à ramener du mental pour mettre en place une stratégie en conscience. Alors, sur le papier, je vois là où tu veux en venir, c'est très simple, très fluide, mais la mise en place, elle n'est pas forcément évidente parce qu'il y a quand même, voilà, on joue sur l'émotionnel, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte, les pensées sont parfois envahissantes, donc comment savoir si la pleine conscience peut être bénéfique, comment concrètement mettre en place des stratagèmes, comment ça se prépare, ce genre de choses? Oui, c'est vrai que là, ça paraît très, très général. Et en fait, c'est se rappeler que ce processus de pleine conscience, c'est juste nous aider à reprendre le contrôle de soi en identifiant et en redirigeant le focus de notre attention en conscience. Et donc, par rapport à ça, en quoi ça serait bénéfique ? Je pense que certaines personnes, comme les sportifs, mais aussi les artistes, sont plus à même en fait, de déjà pratiquer la pleine conscience sans vraiment s'en rendre compte. Quand on est vraiment dans la présence à soi, en compétition, hyper focus, qu'on a nos routines, nos rituels, on en parle aussi dans un autre épisode. En fait, c'est pas forcément du coup de la méditation, c'est vraiment cette idée d'être en présence à soi. Et donc, dans les côtés bénéfiques, c'est de mieux se connaître, c'est de ne plus avoir de pensées parasites, c'est donc d'être dans un état mental, émotionnel et physique qui est plus propice à la performance, c'est d'être plus détendu, plus calme, peut-être plus joyeux, plus ouvert aussi. Parfois, ça va être aussi d'être plus alerte et plus attentif à ce qui peut arriver de l'extérieur et donc en capacité de réagir plus rapidement à des situations qui peuvent être inattendues et non anticipées. Comment on peut pratiquer ça concrètement ? Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est se poser des questions. Donc, d'abord, c'est se centrer sur l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi ? Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je sens ? Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que je peux toucher ? Qu'est-ce que je peux goûter ? On va faire appel au sens, tout simplement. Pourquoi ? Parce que le fait de se porter l'attention sur l'environnement extérieur va permettre de nous repositionner dans notre place par rapport à ce qu'il y a autour de nous. Et puis ensuite, c'est se centrer à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que je ressens ici et maintenant ?
C'est pas une question hyper facile en fait. On dit bah oui, quand on dit est-ce que ça va, on répond tous ça va. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment ? C'est-à-dire en termes de ressenti. Là, on va au-delà même de l'émotion. On va dans le terme de ressenti. Ça peut être, ok, j'ai de la chaleur au niveau du plexus, j'ai des tremblements au niveau de la main gauche, j'ai l'impression d'avoir une petite boule rouge dans le ventre. On va vraiment en fait jouer sur toutes ces représentations internes avec ce qu'on appelle des sous-modalités, c'est-à-dire à quoi ça ressemble, ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Quelles sont mes pensées ? Quelle partie de moi est en train de penser ? Est-ce que c'est la Manon qui est super sérieuse, qui a tendance à être perfectionniste ? Est-ce que c'est la Manon qui est combative et déterminée ? Est-ce que c'est la Manon qui est super stressée ? On a tous ces aspects de nous. Et en fait, plus on va en prendre conscience, plus ça va nous permettre de relativiser et de mettre en place une stratégie par rapport à ça. Alors, pour que ce soit le plus concret possible pour les gens qui nous écoutent en courant, on vous salue, bon entraînement à vous. On va prendre une situation, d'accord ? J'ai une séance à faire assez difficile sur le papier, une séance stratégique dans mon plan d'entraînement. La journée, voilà, je commence un peu à stresser et tout. On parlera de l'anxiété de performance, c'est un autre sujet, mais là, on va se dire, j'arrive sur la piste, dans la forêt pour faire cette séance. Et je commence à paniquer, je commence à avoir peur de ne pas y arriver, je commence à stresser, je commence à avoir les mains moites, mon cardio il commence à s'emballer. Je vois que je perds un peu le contrôle sur mes émotions. Concrètement, qu'est-ce que je dois faire ? Voilà, factuellement, précisément, qu'est-ce que je dois faire pour essayer de arrêter d'imaginer que ça va être dur, qu'imaginer des scénarios, je sais pas comment on dit, et me focaliser sur, voilà, on va voir, on verra bien, c'est à faire. Si mon entraîneur pense que je peux le faire, c'est que je peux le faire. Donc je me fais confiance et je me laisse pas envahir. Voilà, concrètement. Alors concrètement, même si c'est tout un sujet, cette notion d'anticiper et de pouvoir stresser, comme tu l'as dit, on en parlera plus tard. Déjà, c'est de prendre un instant et assis, allongé, debout, ça c'est vous qui choisissez, mais juste vraiment de prendre quelques bonnes inspirations, juste de se dire « Ok, je me sens stressé ». Et vraiment de verbaliser, alors ce que vous faites dans votre tête, moi j'aime bien quand même le faire à l'oral à mes clients, je me sens stressé, ou je me sens en colère, ou j'ai peur. On dit comment on se sent. Parce que le premier piège, quand on a ces emballements émotionnels, c'est de se dire oh là là, il faut vite que je m'en débarrasse. Si vous essayez de vous en débarrasser tout de suite, sans l'identifier, sans le nommer, sans le reconnaître et lui laisser la place d'exister, ce truc-là, il va continuer de pousser et de pousser et de revenir. Donc d'abord, c'est je me sens stressée, j'ai peur, j'ai chaud, je transpire. Je vais pas y arriver. Exactement. On va dire exactement tout ce qui nous passe par la tête et tout ce qui se passe dans le corps. Pourquoi ? Parce que ça permet de donner la place à la partie émotionnelle de nous qui est en train de flipper et qui est en train de s'exprimer. Si on ne la laisse pas s'exprimer, c'est comme si on la bâillonnait et qu'on la mettait dans un coin en lui disant t'attends. Donc on laisse la place. Et ensuite, une fois que on a fait toutes les sensations, tout ce qui se passe dans notre tête, déjà, observez à combien vous êtes descendu de 0 à 10 en intensité. Comment vous vous sentez déjà maintenant ? Et en fait, vous allez voir que plus vous faites ça, plus vous allez avoir plus de mental qui revient, plus de conscient en fait. C'est-à-dire que vous allez reprendre du contrôle. C'est-à-dire, ok, je me sens comme si, j'ai chaud, j'ai peur, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, je me dis que je suis nulle et j'ai le cœur qui bat très très vite. Ok, qu'est-ce qui a changé maintenant ? C'est un peu plus calme et je respire un peu plus lentement. Je me rends compte que j'ai peur parce que ça me fait penser à ça, ou ça me fait penser que j'anticipe que mon coach il va m'engueuler parce que j'avais déjà pas fait une bonne perf la dernière fois, etc. Donc c'est vraiment en fait observer les scénarios qui sont en train de se jouer à l'intérieur de nous. Et s'il y a des choses qui se présentent, c'est se dire comment je sais que ça va se passer ? Je le sais pas en fait. C'est une potentialité. Mais alors je ne sais pas, mais en tout cas moi je suis pas Madame Irma, je vois pas le futur. Donc c'est toujours se dire, c'est une possibilité, c'est un scénario parmi tant d'autres. Et ça déjà, encore une fois, ça permet de se calmer. Donc on se pose, alors soit on évite j'imagine d'être en mouvement, on s'assoit 30 secondes, on se pose. Voilà, on fait un petit travail, on laisse déjà exprimer ses sensations, ses émotions, pardon. On ne cherche pas à les, voilà, on les accepte, ouais. On les comprend même, voilà, c'est quelque part. Et on essaye un petit peu de prendre conscience aussi que c'est normal qu'un peu tout s'agite, que voilà, parce que c'est aussi une manière de nous préserver qu'a notre corps. Voilà, il veut essayer de nous préserver d'un échec éventuel. Il veut pas nous mettre en danger. Il est un peu protecteur envers nous, donc il va générer des émotions pour dire attention. Prends pas de risques,
on dit souvent l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est voilà, mais c'est souvent ça, tu vois. Donc donc prendre conscience de ce système-là et de se dire, ok, il faut que je la fasse, je la fais. Au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais pas relativiser aussi l'objectif et avoir conscience de ce mécanisme-là pour mieux l'accepter et essayer, par les travails que tu disais tout à l'heure, de se reconnecter. Ça, c'est hyper intéressant. Dans ton expérience, Manon, les principaux obstacles, parce que là, encore une fois, on va dire que c'est pas, ça paraît simple comme ça, mais des fois, c'est très puissant. On reste dans la théorie. Voilà, on reste dans la théorie. Les principaux obstacles que tu vas avoir sur la pleine conscience dans les athlètes que tu vas coacher, ça va être quoi et comment tu les aides à les surmonter ? Vraiment ce qui va être le plus problématique. Quand nos émotions nous submergent. C'est une bonne question et vraiment de mon expérience personnelle et professionnelle, l'obstacle principal, c'est une sorte de manque de discipline. Je m'explique par rapport à ça. En fait, il y a des exercices qui sont donnés, comme là, je viens de dire, le fait de se poser, il y a 3-4 questions, le fait de se prendre 30 secondes, 1 minute pour accueillir l'émotion, ça peut être aussi faire de la cohérence cardiaque ou ce genre de choses. Les exercices sont quand même courts, simples, mais finalement, malgré le fait d'être peu contraignants, ils ont tendance à vite disparaître des agendas, ou alors on les oublie vite. Pour ça, c'est parce que parfois il y a la flemme, il y a l'excuse de j'ai pas le temps, on oublie parce que c'est pas ancré encore dans notre routine, ou alors on comprend pas vraiment l'intérêt de le faire parce qu'on n'en voit pas les bénéfices immédiats. Et souvent, je pense aussi que les personnes ont tendance à sous-évaluer l'importance et les conséquences positives que ça peut avoir sur les performances. Donc pour moi, pour surmonter vraiment ces obstacles-là et savoir mettre en place plus d'écoute à soi, finalement, ça va être déjà d'être volontaire et de réévaluer constamment son envie de poursuivre ses pratiques. En fait, si vous n'avez pas envie, il y a peu de chances que ça fonctionne. On va vraiment être dans la contrainte et l'obligation, et donc du coup, ça va être très détrimental pour vous. Du coup, en fait, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi vous avez envie d'essayer ça ? Pourquoi vous avez envie de le faire ? C'est quoi l'enjeu, en fait, derrière ? Évaluer au fur et à mesure les effets positifs constatés, en fait, pour valider la pertinence de la pratique. Et puis, donnez-vous juste une chance, en fait, d'essayer. Pas de le faire juste une fois. C'est ça qui est drôle, parce qu'il y a aussi ce côté un peu humain chez certaines personnes, pas tout le monde, d'aller vraiment chercher le problème, d'aller chercher la difficulté. Je te donne un exemple, je le disais tout à l'heure. Tiens, j'ai un plan de marathon sur 12 semaines, je vais aller voir la séance la plus dure, je vais aller voir ce qui va... je vais alimenter un peu les émotions négatives. Je vais, tu vois, c'est vraiment aller chercher je parlais du mur du marathon, on est un peu dans ça aussi. C'est vraiment comme si on voulait le nourrir aussi. Il y a un effet pervers, tu vois ce que je veux dire chez certaines personnes. On parle souvent la petite gerçure sur la lèvre. Il faut pas mettre la langue parce qu'on sait que sinon ça cicatrise pas, mais on peut pas s'en empêcher. C'est un peu ce modèle-là. Donc là aussi, c'est le lâcher prise. C'est aussi de se dire arrêter de vouloir tout le temps chercher là où potentiellement je vais pouvoir faillir. Tu vois, parce que on va le créer en fait ce problème-là. Oui, et puis en plus, moi je pense que on aime. Inconsciemment, en tout cas, on a tendance à chercher la complexité au lieu de la simplicité. Parce qu'il y a aussi cette notion que je relève vraiment souvent, que si c'est simple, alors c'est pas efficace, ou c'est mauvais, ou c'est un truc de fainéant. Alors que non, ce qui est simple, ça peut être très minimaliste, mais très pertinent et très intelligent finalement. C'est justement parce que c'est simple que c'est bien. Alors si on préfère parfois chercher, alors je dis pas que c'est pas bien, mais si on va chercher à mettre en place des plans hyper compliqués, en même temps se faire suivre avec des compléments alimentaires ou des choses qui sont super compliquées à trouver, avec certains produits, etc., naturels. Pourquoi, en fait, juste ne pas essayer des choses qui sont déjà à notre disposition, qui sont gratuites, qui ne prennent pas beaucoup de temps et qui vont travailler avec notre corps. C'est-à-dire, là, par exemple, en pleine conscience, on utilise un petit peu notre tête et notre respiration. Les pratiques de cohérence cardiaque, c'est juste une façon de respirer qui va permettre d'agir directement sur le système nerveux pour pouvoir activer le parasympathique et pouvoir se calmer, en fait. Donc, on a vraiment des outils qui sont à notre disposition et parfois, la simplicité, c'est bien aussi. On a besoin de simplicité. Au-delà de la dimension sportive, on a beaucoup parlé du sport, mais on l'a vu. Tu vois, je disais, le mec qui va stresser dans sa journée parce qu'il y a sa séance qui va arriver le soir. Il y a aussi la pleine conscience. C'est aussi corrélé à l'anxiété que ça peut générer. Il y a aussi des dimensions autour de la récupération. Il y a aussi des dimensions,
je pense que ça va même au-delà de la performance sportive. Comment est-ce que ça peut nous aider dans notre vie au quotidien, même extra-sportif, selon toi ? Alors moi, les effets que je vais parler pour moi et du coup pour mes clients, les effets que j'ai constatés et recensés, c'est vraiment le fait que si c'est une pratique qui est régulière, donc c'est pas forcément tous les jours, mais c'est pas une fois par mois, il y a moins de pensées parasites. Il y a moins de brouillard mental parce qu'à chaque fois, je me recentre dans l'ici et dans le maintenant. Si je suis dans le maintenant, je ne peux pas être dans le demain ou dans le hier. Donc, du coup, j'ai plus d'énergie. Je me sens plus apaisée, plus calme. Je me sens plus ancrée. Et du coup, je me sens aussi plus confiante et plus en connaissance de moi parce que je sais que je suis à ma juste place et je sais que peu importe ce qui arrive, de toute façon, j'ai des outils, j'ai des ressources, j'ai des capacités qui vont me permettre de m'adapter. Et de toute façon, comme je l'ai dit, je ne suis pas Madame Irma, donc je ne peux pas me projeter et savoir ce qui va se passer par avance. Donc finalement, il y a vraiment davantage de clarté, davantage de productivité. On est vraiment dans un travail d'amélioration au niveau des ressentis. Ça permet aussi de conscientiser plein de choses sur nous, des blocages, des croyances limitantes, et de faire en fait des nouvelles connexions synaptiques. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui va toucher au cerveau, à faire des nouveaux circuits qui se font grâce au fait de laisser en fait cet espace de communication entre l'espace conscient et l'espace inconscient. Hyper intéressant. Si je résume un petit peu, on va prendre l'exemple d'une marathonienne, d'un marathonien. Voilà, il se lève le matin. On va dire le cas un peu idéal. Il se lève le matin, il va dans son sas de départ, il ressent un peu de stress, il l'analyse, il l'accepte. C'est normal que mon corps soit stressé puisque je vais faire un effort et que j'ai un objectif important. Mon corps va chercher des ressources en lui et donc le mécanisme de stress, c'est ce qui permet justement d'avoir une acuité. Voilà, quand vous êtes stressé, vous courez plus vite. Le stress, c'est pour échapper à un prédateur, c'est un héritage. Donc il faut courir plus vite, il faut être hyper à garde. Donc c'est vraiment un espèce de un mode super pouvoir. En fait, c'est un mode super pouvoir qu'on appelle le stress quand il est un peu raisonnable. Donc c'est l'accepter, le conscientiser et pas extrapoler sur quel impact ça peut avoir. Donc voilà, j'accepte. Ensuite, je m'élance sur le départ et je pense pas, est-ce que je vais y arriver, je vais pas y arriver, le mur du marathon et la côte qui m'attend au 30e kilomètre. Voilà, je peux même découper en parcelles de 5 km par 5 km des petits objectifs et je gère le moment présent sans forcément avoir une vue de tout ça. Il y a un environnement autour, je me concentre sur moi, j'essaye de faire abstraction voilà, à droite, à gauche, les publics, les spectateurs. Il y en a, ça peut les nourrir, il y en a, ça peut les embêter. Donc, je reste très focus, concentré sur moi et toujours en connexion avec moi-même. Est-ce que c'est bien résumé Oui, c'est totalement ça. C'est vraiment cette connexion entre mes ressentis et ce qui est bon pour moi. Et comme tu l'as dit, si le fait d'avoir des spectateurs m'encourage, je peux me brancher sur ça pour aller chercher, on va dire, de la motivation et de l'énergie. Et à l'inverse, si je sais que c'est quelque chose qui n'est pas moteur pour moi, en fait, je peux agir en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de moi à chaque instant. Même une séance de fractionné, j'ai un 10 x 400 à faire. Je ne me concentre que sur le 1 x 400 à chaque fois, sans me projeter, il m'en reste d'autres, il m'en reste 5, il m'en reste 6, machin. Ou sinon, on peut dire, il m'en reste plus que, déjà, c'est un peu plus positif, mais voilà, c'est 400 par 400, petite victoire par petite victoire, et on vit vraiment le moment présent, ça c'est hyper utile. Si on veut poursuivre un peu tout ce qui est gestion des émotions dans le sport, moment présent, pleine conscience, est-ce qu'il y a des livres, des podcasts, des films que tu peux nous recommander ? Alors oui, moi ce que je peux vous recommander, il y a des applications, alors ça peut être sur les montres connectées, ça peut être sur les téléphones portables, des applications de cohérence cardiaque, il y a Respire, il y a Petit Bambou, etc., qui sont vraiment géniales parce que du coup ça permet d'avoir un cadre si on ne sait pas trop comment s'y prendre pour commencer. Comme j'ai dit, la cohérence cardiaque, c'est vraiment un exercice de respiration qui va mettre dans un état méditatif, qui va générer des ondes alpha et qui va donc permettre en fait de relancer, en tout cas de réactiver davantage le système nerveux parasympathique et donc de sécréter toutes ces hormones en in qui vont nous ramener du bien-être. En livre, il y a celui qu'on a cité, Eckhart Tolle, Le pouvoir de l'instant présent. Et en livre aussi, j'aimerais citer le livre, en tout cas les livres de Jonathan Bell-Legroux. C'est le directeur de l'Institut de la préparation mentale d'IPM Sport et c'est aussi un hypnothérapeute et formateur qui a écrit un bouquin justement sur hypnose, auto-hypnose et performance sportive. C'est une mine d'informations sur cette notion en fait d'instant présent, de comment se connecter à soi, de comment se représenter nos émotions, nos sensations, nos ressentis. Il y a plein d'exercices pratiques, il y a du concret dedans, donc allez-y. Et je rajouterais même quelque chose, moi tu n'as pas parlé, mais voilà, je suis
peut-être que tu l'as pas vu, mais sur les émotions, et justement, tu disais tout à l'heure qu'elles sont ni négatives ni positives. Et finalement, quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un qui a une palette d'émotions la plus large. Les a toutes. La plus large possible. Et il y a un Pixar, un Disney, qui en plus qui est très bien, alors qu'on soit adulte, enfant. Faites-le voir si vous avez des enfants. Bon, c'est pas le Pixar pour les enfants de 3-4 ans, mais des petits enfants, même jusqu'à 6, 7, 8 ans, même les ados. C'est un super film pour c'est vice-versa. C'est vice-versa, Inside Out, effectivement, qui permet vraiment de montrer que les extrêmes dans les émotions, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux et qu'on a besoin. Ou la suppression d'émotions, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et il faut pouvoir, comme tu disais, on parlait dans un épisode, je sais pas si c'est celui-là ou un autre, mais la table de mixage. Oui. Et il faut à chaque fois bien régler un peu tout. Et ce film-là, il le montre très très bien. Si vous l'avez pas vu, franchement, c'est vrai qu'il est chouette. Foncez le voir, quoi. Moi, c'est un des Pixar. C'est vraiment l'un des avant la chute, malheureusement, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un bon Pixar. Il y a eu Coco aussi, il y a eu un peu Saul. Oui. Après c'était un petit peu plus compliqué, mais celui-là, il faut le voir. Moi, je pense que c'est vraiment un chef-d'œuvre et faites-le voir à vos enfants surtout. Donc. D'ailleurs, j'ajouterais à ça que je trouve que ça illustre très bien le principe des émotions et qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de gestion émotionnelle. On ne gère pas ces émotions. On apprend à les accueillir, à les connaître, à les comprendre et à se faire traverser par elles. Mais en aucun cas, on ne peut gérer nos émotions. Voilà, c'est la petite parenthèse sémantique. Merci infiniment Manon. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Body and Mind. À très vite. Merci, j'ai hâte.